Bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver dans notre émission Sportez-vous bien, tous les lundis, 20h, 20h45, avec toute l'actualité sportive du week-end, le foot, le basket, le hand, le futsal et bien d'autres encore. Et puis des résultats, des analyses, des commentaires, et puis sur le plateau des invités. Ce soir, je n'ai que l'invité, mais quel invité? Émeric Larcher. Bonsoir Émeric. Bonsoir Clément, j'espère que tu te portes bien. Oui, très bien, et toi? Ça va, tranquille. Tranquillement, je suis enfin un petit peu en repos après le week-end de foot que j'ai pu couvrir avec globalfoot.com, un média qui traite l'actualité du football martiniquais et à l'échelle locale et internationale. Mais c'est bien, formidable ça. Oui. Et tu contactes tous les footballeurs qui évoluent en métropole pour en parler, pour leur activité? Le lundi, en tout cas, je me charge un peu de couvrir cette partie où, je diffuse les statistiques des joueurs pros en Europe, partout dans le monde même, des joueurs pros qui sont originaires de la Martinique, donc de près comme de loin. Voilà. Alors, tu restes avec nous, on va parler du tournoi Tagec qui se déroulait le week-end du 1er novembre. C'était au stade du Achille. Un tournoi organisé par José Edon avec l'amicale des supporters de la Saint-Etienne. Ça se passait au stade du Achille. On va avoir des images et des commentaires des différents acteurs qui ont été mis à l'honneur lors de ce tournoi.
Je remercie José Edon et son équipe pour cette excellente manifestation qui fêtait aujourd'hui son 10e anniversaire. Je suis honorée cette année. En tout cas, je pense qu'il y a autant de femmes et d'autres femmes et hommes méritants que moi. Bon, mais c'est une belle initiative que je salue. C'est peut-être la reconnaissance de mon travail et puis de mon engagement au sein du sport martiniquais, singulièrement le football et le football féminin, qui m'est très cher. En tout cas, chaque année, on a une équipe féminine et on prend plaisir à venir. C'est une belle fête. En tout cas, je réitère mes remerciements à cette équipe. Vraiment, très belle manifestation. Excellente manifestation, une organisation vraiment excellente et on ne peut que féliciter l'ensemble des partenaires qui ont permis que cette manifestation puisse se réaliser et je crois que c'était une bonne ambiance avec des gens qui avaient du plaisir à être là et franchement c'est un beau cadeau que nous a fait encore une fois l'association des anciens supporters de l'AS Saint-Étienne. Bravo à Monsieur Edon, comme j'aime à le dire, s'il n'existait pas on aurait dû l'inventer parce que franchement cet homme, il porte son nom, don. C'est un don du ciel. Belle manifestation, que je crois que José avec l'équipe, ils ont réussi. Il y avait du monde, du beau jeu de foot. Et puis aussi, j'ai été récompensée par Sport Plus, des photos que je n'avais pas revues depuis des années. Il y avait du beau monde. Franchement, je crois qu'il faut que ça perdure et que belle fête de famille. Voilà, donc c'était le tournoi TAGEP organisé par José Edon. Une belle manifestation avec un beau plateau de mise à l'honneur. Vous avez pu voir les commentaires, les réflexions de certaines. Ben, on va poursuivre avec le football, puisqu'il y avait une journée de football à 7e ce week-end. Oui. On va d'abord voir le match qui opposait le club colonial à l'US Rivel. Ça se passe samedi après-midi au stade du Lâcher.
C'est vrai que c'était pas facile aujourd'hui, surtout que la semaine, on s'est pas bien entraîné par rapport au temps. Et comment dire, et vu l'état du terrain, donc c'était pas évident. Donc on a essayé de faire tout ce qu'on pouvait. Après, nous sommes tombés en face d'une équipe qui était bien organisée et ils ont gagné tout le duel, donc je pense que c'est un peu normal. Oui, on va retenir la victoire, mais pas que, parce que j'ai mon cousin là qui s'est blessé gravement. J'espère que c'est pas ce qu'on pense et qu'il pourra revenir le plus tôt que possible sur le terrain. C'est ce qui donne une grosse touche négative du moins pour ce match-là. Sinon, par rapport à ça, moi, je vais retenir que la victoire. Voilà, il ne retient que la victoire et il y avait d'autres victoires de cette journée, Émeric. Effectivement, le vendredi soir, il y a eu la victoire de l'US Diamantinoise en terre petit-bourgeoise, 2-1 contre le New Club. Ensuite, le Golden Lion a gagné aux Trois-Îlets l'Aiglon, 1-0. Et comme on l'a vu, le club colonial a remporté sa partie contre l'US Riveraine, 3-0. Samedi, il y avait également un gros choc
entre la Samaritaine et le club franciscain qui s'est soldé par un match nul, donc 2 points chacun pour les deux équipes. Après, le 16 Vauclinois a perdu encore une fois, 7e défaite consécutive en championnat contre le Stade Spiritain, 2-3. Ils ont perdu, les Vauclinois. Et Casse-Pilote aussi, à domicile, s'est effondré contre le club péléen, 6-2. C'est vraiment pour moi le score le plus surprenant de cette journée. Et ensuite, entre le RC Saint-Joseph et le Golden Star, il y a eu un match nul, un but partout. Avant de donner le classement général, quelle analyse vous faites de cette journée? Je retiens dans cette journée que le club franciscain n'a pas gagné son 7e match d'affilée en championnat. Donc la série de 6 victoires consécutives s'arrête, quoi. C'est-à-dire qu'en 7 matchs, il y a eu 6 victoires et un match nul pour le club franciscain. Il reste quand même invaincu. Hein? Il reste invaincu comme la Samaritaine. La Samaritaine aussi n'a pas perdu cette saison en championnat. Et du coup, la Samaritaine a l'opportunité aussi de se rapprocher donc, du club franciscain en jouant d'eux-mêmes mardi contre le Stade Spiritain. Je crois que mathématiquement, ils ont l'opportunité de revenir à 4 points. Et ça peut être intéressant pour la suite du championnat. Et ensuite, donc, au niveau du classement... Et puis, vous avez dit une équipe du club péléen qui a atomisé... Oui, c'est ça. Alors, je sais que le club péléen, ils ont de belles armes offensives. Donc, ils l'ont prouvé ce soir, le week-end dernier, qu'à tout moment, ils peuvent marquer. Mais par contre, ils encaissent beaucoup de buts à mon goût. Et voilà, je pense que la mauvaise note du match, c'est les 2 buts encaissés. Bon, ils auraient pu être mieux, mais c'est déjà pas mal. C'est la victoire qui compte. Voilà, c'est ça. Alors après, au niveau du classement, on a le club franciscain qui a 26 points, le club colonial 2e qui a 19 points, et la Samaritaine, du coup, qui occupe la 3e place avec 18 points. Ex-aequo avec le Golden Star et le club péléen avec 18 points, selon le classement que j'ai sous les yeux. Et au niveau des 3 dernières places, le 16 Vauclinois avec 7 points, dernier du classement, et le Stade Spiritain 12e avec 10 points, et le New Club 13e avec 8 points. Ce qu'on peut remarquer, que ce sont les promus qui ferment ce classement. Oui, c'est ça. Le Stade Spiritain et le 16 Vauclinois, ils sont 2 promus. Après, l'US Riveraine reste 8e quand même, avec 14 points, c'est le 3e promu. Mais oui, à part le New Club, le Stade Spiritain et le 16 Vauclinois, c'est des promus et ils ferment un peu la marche sur le classement final. On a joué aussi en R2. Oui, alors en R2, au niveau des résultats, dans la poule sud, la poule A, la JS Eucalyptus a battu le RC Rivière Pilote 2-1. L'Espoir a écrasé pour moi l'AS Montpito 3-0. La CVR Pré et le CO Trénel se sont quittés sur un match nul, un but partout. Et l'Inter de Sainte-Anne affrontait l'Olympique, petit derby, 3-0 pour les Sainte-Annais, victoire. Et l'US Marinoise affrontait l'Éclair et a gagné 4-3 les Saléens. Et il y a eu un match non joué aussi dans cette journée, c'était le SC Lamantinois et l'Éveil. Ils n'ont pas pu jouer ce match. Et au niveau du classement, l'Espoir est premier avec 22 points. L'Inter de Sainte-Anne, 2e avec 21 points, c'est serré déjà. Et le RC Rivière Pilote est 3e avec 19 points. Et ensuite, l'Olympique est dernier du championnat avec 7 points. L'AS Montpito est avant-dernier avec 8 points. Et 10e, le ST Lamantinois avec 12 points dans la poule du Sud. La JS Eucalyptus qui bat le RC Rivière Pilote, c'est bien ça? Oui. Alors, quelle analyse pour cette poule? C'est quand même étonnant, non? C'est toujours étonnant quand le RC Rivière Pilote perd, surtout quand en plus c'est un club qui évolue en Ligue 1, en Régional 2. Historiquement, on n'a pas trop l'habitude de voir ça. Mais oui, si on remonte 10 ans en avant, je pense que le RC Rivière Pilote ne perdrait jamais contre la JS Eucalyptus. Bon, voilà. Après, au niveau de la poule B, la poule du Nord, le Réveil Sportif
et l'Excelsior se sont quittés sur un match nul, un but partout. L'Assaut de Saint-Pierre a écrasé royalement, j'ai envie de dire, la Gauloise, 7-0. À l'image de l'AS Mendezes à l'extérieur qui bat le Good Luck 6-0. L'Étoile et le Real Tartane ont fait match nul, un but partout. Les Sorts et l'US Robert 0-0. Et victoire de l'Émulation contre l'Étendard 0 à l'extérieur. Et l'Émulation d'ailleurs est premier avec 28 points. Donc quasiment sans faute, hein, j'ai envie de dire. L'US Robert est deuxième avec 22 points. Et l'Assaut est troisième avec 20 points. Et voilà le podium de la poule B. Et ensuite, le Good Luck est bien dernier du championnat de R2 en poule B avec 8 points. La Gauloise, pareil, est avant-dernière avec 10 points, 11e. Et 10e, l'Excelsior avec 11 points. Une équipe de l'Émulation qui était en R1 l'année dernière, oui, c'est bien ça. Et qui Good Luck était en R1 l'année dernière. Ah, pas l'Émulation? L'Émulation, non. Ah, d'accord. L'Émulation joue sa montée cette saison. Voilà. Donc, mais apparemment, c'est une équipe la saison dernière qui jouait très bien. Et ils sont sur une continuité cette saison avec des renforts. Je pense que... En fait, d'après ce que j'entends, en tout cas, l'Émulation joue bien. Donc, j'espère pour eux que ça va continuer. Qu'ils vont remonter assez rapidement en R1. Pourquoi pas. Oui. On va au hand, parce qu'il y avait une journée, c'était la 9e. Malheureusement, sous les 6 matchs programmés, 4 n'ont pas eu lieu à cause de l'indisponibilité du gymnase, de certains gymnases, notamment le Corridon. Donc 2 matchs se sont déroulés. L'AS Ducos qui a été battu par l'Arsenal 42-14 et le Réveil Sportif qui a battu le Thiès franciscain 29-13. Au classement, c'est le Réveil Sportif qui est en tête avec 22 points. Suivi de l'Arsenal, 21. 3e, l'Entente Citron, 17. 4e, l'Entente Meg, 16 points, en compagnie du CSC Lamantinois et de l'ASC Ducos. Et ferme la marche, l'Aiglon du Lamentin avec 3 points et le HBC Pilotin avec 2 points. Ça, c'était chez les filles. Chez les hommes, pareil, 4 matchs n'ont pas eu lieu, 2 seulement se sont joués. Le FR Roche-Carré a battu le SC Lamantinois 29-21 et le Réveil Sportif a pris le meilleur sur l'espoir de Floréal 28-26. L'Étoile de Gondo contre le Giraud-Doute, ces matchs ont été reportés. Donc au classement, l'Étoile de Gondo 23 points, le Club Sport 20 points, le SC Citron 19 points en compagnie du Réveil Sportif, 5e le Giraud-Doute 16 points. Et ferme la marche, l'Entente Pélin Carabin avec 9 points et l'Entente Rapide Club Carabin avec 0 points. Voilà, donc on va poursuivre avec le basket, puisqu'il y avait également une journée de basket chez les filles comme chez les garçons. Et on a assisté pour vous à la rencontre Golden Star SC Lamantinois, tant chez les filles que chez les garçons. On regarde ensemble ces 2 rencontres.
Je m'y attendais, ça fait 15 jours qu'on ne s'entraîne pas à cause de la pluie. Donc voilà, et puis mon équipe est composée de 7 seniors et de cadets. Donc voilà, il n'y a pas de secret en basket. Il faut pouvoir travailler et comme on ne peut pas à cause du mauvais temps, donc voilà le résultat. Non, en fait, nous avions face à nous une équipe très jeune du Sporting. Nous aussi, nous avions des jeunes. Maintenant, on s'est appliqué à développer en tout cas l'agressivité et puis à être un peu sérieux parce que c'est pour nous la meilleure des manières de respecter en tout cas le travail qui est fait par l'équipe du Sporting avec ces jeunes. Voilà, donc Émeric, on sait que Global Foot, c'est le foot. Oui. Est-ce que vous avez un regard sur les autres disciplines? Non, moi c'est que football. Après, voilà, quand je vois les autres disciplines à la télé, je suis toujours un peu curieux et intéressé, mais sur mon site, je couvre uniquement le foot. Le foot masculin et le foot féminin également? Ah oui, par contre, tout football. Féminin, garçons, les jeunes, quand il y a une actualité chaude. Et bien sûr, les joueurs professionnels qui jouent ailleurs en Martinique. Alors, on sait que les filles, la sélection féminine a disputé un match contre le Nicaragua. Oui. Mais malheureusement, ils ont fait match nul et ce qui les prive de disputer. Ouais, en fait, il y a eu 2 matchs le mois dernier. Un à domicile où la Martinique a gagné le Nicaragua 1-0, but de Ludmila Guédu. Et
a eu 3-4 jours après, à l'extérieur, donc au Nicaragua, Martinique. Et là, la Martinique n'a pas pu s'imposer. Elles ont réalisé un match nul. Et en fait, au classement, le Nicaragua, qui en 4 matchs a eu 12 points, donc que des victoires, est d'office qualifié pour les barrages pour espérer se qualifier cette fois à la Gold Cup. Donc là, il n'y a plus l'opportunité pour la Martinique d'espérer se qualifier à la Gold Cup, c'est fini. Mais par contre, l'objectif, c'est de pouvoir se maintenir dans la Ligue B pour pouvoir, les années suivantes, monter en Liga. Pourquoi pas monter en Liga et se qualifier surtout à la Gold Cup. Ok, d'accord. Voilà. Et pour les garçons, c'est pareil. Ils ont presque pu remplir leur contrat. Alors les garçons, l'objectif de la Ligue des Nations cette année, c'était la qualification pour la Copa América. Voilà. Donc, qui se déroule l'année prochaine aux États-Unis. Attention, c'est 2024, la Copa América. C'est pas au sud. D'habitude, la Copa América, c'est la compétition qui se déroule en Amérique du Sud. Là, pour préparer la Coupe du Monde 2026, il y a eu un accord avec la CONCACAF et la CONMEBOL pour disputer les compétitions Copa América, les Gold Cup et tout, dans un format vraiment plus intéressant par rapport aux autres. C'est-à-dire que les pays sud-américains affrontent dans des Gold Cup ou bien dans les Copa América les pays nord-américains. Donc voilà, j'étais juste une aparté. Et concernant la Martinique, du coup, on a terminé 3e dans notre poule, alors à 2 points seulement de la 2e place, qui pouvait en fait nous faire continuer la Ligue des Nations. Donc si on était 2e, on passerait en quart de finale, donc on ferait les phases finales de la Ligue des Nations. Et du coup, avec 2 points en moins par rapport au 2e, on n'a pas pu se qualifier. Et d'après moi, ça manquait d'automatisme, ça manquait de cohésion au sein de l'équipe de la sélection de Martinique. Et je pense, c'est mon avis vraiment, que si on avait la même équipe que celle de la Gold Cup 2023, on aurait peut-être pu se qualifier en phase finale de la compétition, soit en quart de finale. Alors, si la sélection était qualifiée, est-ce qu'elle aurait pu rivaliser avec les équipes qu'elle allait rencontrer? Je ne sais pas. Parce que si on se qualifiait, on allait affronter double rencontre, aller-retour, les États-Unis. Oui. Donc on recevrait les États-Unis en Martinique et on irait aux États-Unis. Donc je ne suis pas sûr qu'on passerait, mais tout est possible au football. Et puis ce qui nous pose problème, comme je le disais tout à l'heure, c'est qu'on a du mal à avoir une forme de continuité dans l'effectif. C'est-à-dire qu'à chaque rassemblement, il y a des nouveaux joueurs, donc une nouvelle cohésion. Et ça, par exemple, des équipes comme le Panama, le récent finaliste de la Gold Cup 2023, par exemple, chaque année et à chaque rassemblement, c'est la même équipe c'est les mêmes joueurs, la même équipe qu'on découvre, qu'on ne découvre même plus, qu'on voit. Et du coup, nous, c'est ça la grande différence avec ce type d'équipe-là. L'équipe qui va en finale de la Gold Cup et nous qui ne sortons même pas de la phase de poule, qu'on y est dans cette compétition, c'est ça la grande différence. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on doit faire une préparation pour même pas continuer cette forme de cohésion qu'il y avait dans l'ancien rassemblement, mais de pouvoir quasiment la renouveler, quoi, cette cohésion. Et du coup, c'est fatigant pour le sélectionneur. C'est compliqué. C'est qu'il n'y a pas cette forme de continuité qu'a, par exemple, des équipes comme le Panama et bien d'autres. Il faut à chaque fois refaire une équipe. C'est pour ça qu'on n'évolue pas vraiment au niveau des classements et tout. On stagne parce qu'on a des sélections fortes, mais on n'a pas encore ce collectif qui pourrait permettre de vraiment titiller les grosses équipes comme le Panama.
C'est vrai qu'on parle de la sélection, mais au niveau local, est-ce que pour vous, le football a progressé? Vous qui êtes dans le football, le milieu footballistique. Par rapport à la période Covid, oui. Je ne peux que dire ça. Par rapport à la période Covid, oui, le football a progressé. Après, par rapport à il y a 10 ans ou bien 15 ans, je suppose que non. Parce que d'après ce que j'entends, c'était plus flamboyant avant qu'aujourd'hui. Ok, on va poursuivre avec le futsal. C'est encore du football, mais en salle. Avec une journée qui s'est déroulée ce week-end. Sur 5 matchs joués, il y a eu sur 5 matchs joués, programmés, il y a eu 2 seulement de joués. Donc, Casablanca a battu l'Éveil de Carabin, 9 buts à 0. On va voir les images à l'écran. Ah oui, non, depuis, c'est pas ce soir seulement. Il y a un match depuis le début de saison. Je pense qu'on a, lors des matchs, on a trop de déchets techniques. On ne propose pas assez physiquement. Bon, on est limité. C'est vrai qu'on a beaucoup de joueurs blessés. Bon, enfin, on a des bancs limités. Bon, mais ça n'excuse pas les défaites qu'on a. Je pense qu'il faut qu'on se mette au travail. Même des trucs basiques, un contrôle. On n'arrive même pas à faire un bon contrôle. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on se remette en question. Il faut qu'on joue. Je pense que mentalement aussi, les joueurs ont peur de jouer. Ils sont pas en confiance. Certes, oui, mais bon, il y a des trucs qui sont basiques au football. Je pense qu'il faut se remettre en question et puis essayer de faire. On joue normalement le FC Saléen. Donc ils sont lanternes rouges comme nous-mêmes, donc on n'a pas le choix de faire un bon match, de remporter ce match-là. Et bon, c'est vrai qu'on a des jeunes tout et tout, mais bon, ça n'excuse pas. Donc le mauvais début de saison, surtout que l'année dernière on a fait une vieille saison. Donc je pense qu'il est temps de se remettre en question, surtout sur des trucs basiques de football. On ne va pas dire facile. On a su faire les buts, pourtant, et on est resté sérieux. C'est jamais facile. Voilà, donc c'était le match opposant Casablanca à l'Éveil de Carabin. Et on va poursuivre avec l'autre rencontre qui a eu lieu à l'IMS. C'était le Marron Futsal contre le FC Saléen.
Oui, en fait, à chaque fois qu'on joue, on a les occasions, ça note pas, mais bon, on travaille, hein, c'est le travail. Hein, parce qu'au début, on n'avait pas tous cette occasion. En plus, pour une petite équipe qui se remet dans le bain, là, je trouve que ça commence à venir. Après, c'est le travail. Hein, et là, on va travailler, on a vu, c'est devant les buts. On va travailler les buts pour marquer, parce que dans le futsal, c'est ce qui fait la différence. Hein. On peut marquer 15, mais il faudra faire 16. Vous voyez, c'est là qui nous fait défaut. Mais bon, sinon, l'équipe en progression, je kiffe. On se bat, mais chaque fois, c'est des gens nouveaux, alors on est obligé de s'adapter avec ceux qui sont là. Mais sinon, le travail continue. Et... Comme tu dis, effectivement, une victoire, mais ça a été poussif, ça a été difficile. C'est sûr qu'on ne s'attendait pas à un match facile. On sait que le FC Saléen, même s'ils sont un peu en bas ces temps-ci, mais que c'est une équipe qui se bat énormément. Donc on ne s'attendait pas à un match facile. Mais nous-mêmes, on ne s'est pas rendu la tâche évidente non plus. Donc bon, c'est une victoire, on la prend quand même. Mais vraiment, on va retourner au travail parce que honnêtement, on n'est pas satisfait de cette victoire-là, de la manière. On peut faire beaucoup mieux. Donc là, c'est remettre le bleu de chauffe, retourner au travail. La semaine prochaine, c'est un gros match contre Floréal qui nous attend. Donc si on a intérêt à ne pas donner une prestation comme ça si on veut faire un résultat. Voilà, donc Émeric, vous nous donnez le reste des résultats et le classement rapidement. Eh bien, comme on l'a vu, le Casablanca a battu l'Éveil de Carabin 9-0 et le Mao Futsal a battu le FC Saléen 2-1, 2 buts à 1. Au niveau du classement, le Lac 212 a 18 points,
accompagné de Casablanca, 18 points. Et la relève lamantinoise termine le podium avec 16 points. Et voilà, 8e Cosmos, 9 points. 9e FC Saléen, 6 points, en compagnie de l'Évêque Arabais, 10e, 6 points également. Voilà, merci beaucoup Emery. Un autre Emery qui nous a rejoint sur le plateau, c'est Emery Christine, président de la section de volleyball du Good Luck, mais également président de la commission sportive de la Ligue de volleyball. Emery Christine, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, chers auditeurs. Alors, on sait que le volleyball connaît quelques turbulences en ce moment. Vous qui êtes président de la commission sportive, est-ce que les compétitions vont reprendre? Oui, effectivement, il y a quelques perturbations dans le monde du volley en ce moment. On a longuement échangé avec la fédération à ce sujet. Et le président de la fédération lui-même nous a demandé de commencer les compétitions, de faire tout ce qu'on peut, hein, en tout cas pour pouvoir commencer très rapidement les compétitions. Donc les engagements ont été lancés auprès des clubs, des propositions ont été lancées aussi pour les différents championnats, pour les différentes catégories et aussi pour les différentes disciplines, puisqu'on a du beach volley aussi, du volley en salle pour les seniors ou pour les jeunes. On devrait commencer fin de mois de novembre. Tout d'abord par du beach volley en senior et certainement un plateau de jeunes pour ensuite commencer le championnat le dernier week-end du mois de novembre, si tout se passe bien. Alors, combien d'équipes se sont engagées cette année? Est-ce que alors, une division, deux divisions On attend encore, parce que la date limite des engagements est fixée à mercredi. D'ici là, on aura le nombre exact d'équipes. Au moment où je vous parle, on a 7 ou 8 équipes qui se sont déjà engagées, aussi bien chez les filles que chez les garçons. On attend les autres engagements pour confirmer. On avait recensé, ceci non officiellement, hein, on avait recensé 13 équipes en filles, 7 en garçons. Si ça se confirme, on aura effectivement, par exemple, en filles 2 divisions et en garçons une seule division pour pouvoir faire ce championnat 2023-2024. Donc ça veut dire que si en ce moment il y a 7 équipes, quand les 7 équipes se sont engagées, il n'y aura qu'une seule division. Il n'y aura qu'une seule division, voilà. Bien sûr, le nombre d'équipes déterminera le nombre de divisions qu'on fera, bien sûr. Hein. Voilà. Et comment ça va se passer alors? Comment ça va se dérouler? Il y aura une première phase de championnat, 2 phases, match aller-retour? Ce sera une phase, ce sera assez simple, hein, match aller-retour. Si on reste sur les 2 divisions, match aller-retour aussi bien en senior garçon qu'en senior filles, avec des playoffs avec les 4 premières équipes. Voilà. Et bien sûr, avec 2 divisions chez les filles, le dernier de la division 1 descendra automatiquement et le premier de la deuxième division montera automatiquement et des matchs de barrage se feront entre les 5e et les 2e des divisions opposées. Donc il y aura aussi la Coupe de la Martinique qui va se jouer normalement. Oui, 2024, voilà. On prévoit de commencer la Coupe en janvier 2024 pour la terminer au mois de juin. Il y aura aussi le championnat de la Nationale 2. Voilà, on n'a pas encore le cahier des charges du championnat National 2 qui s'est appelé la saison dernière la Super Coupe fédérale. On attend encore les informations de la Ligue ultramarine pour pouvoir diffuser sur les différents médias. Alors, on sait que le comité de gestion doit se mettre en place pour gérer les affaires courantes de la Ligue, avec notamment M. Philippe Mandramini et Mme Alice Génis Faro, également Marc-Olivier Anatole, le responsable de l'Ultramarin. Est-ce qu'ils sont déjà en place? Alors, pas encore, c'est tout frais l'information et du coup, ils doivent rentrer en relation avec nous, enfin, on doit se rencontrer pour qu'on puisse mettre en place les différents protocoles et notre organisation pour pouvoir, en tout cas, gérer les affaires courantes de la Ligue, à savoir la mise en place des championnats, le déroulement des championnats, le fonctionnement du pôle et bien sûr les disciplines qui sont autour. Je parle bien du beach volley et du volley en loisir. Et la tenue également d'une assemblée générale aussi, puisqu'il faut élire un nouveau comité. Bien sûr. Un nouveau président. Voilà.
Voilà, donc en termes de rétro-planning, fin novembre, on devrait avoir la visite du président de la fédération qui va programmer une assemblée générale extraordinaire pour voter un certain nombre de règlements et de bilans. Et puis, en janvier 2024, une assemblée générale élective pour élire un nouveau comité qui aura à charge de gérer les affaires de la Ligue pendant l'année, jusqu'à la fin de l'année 2024, puisque on sait que chaque année olympique, voilà, nous avons de nouveaux comités au sein des ligues et des fédérations sur le territoire français. Est-ce qu'il y a déjà des candidats qui se sont proposés pour gérer les affaires de la Ligue, pour être président de la Ligue? Officiellement, non, mais les bruits de couloir disent qu'il y en a qui se préparent déjà. Mais c'est très bien s'il y a une volonté quand même de pouvoir reprendre les affaires. On sait bien quelles sont les difficultés qu'on rencontre aussi bien dans les clubs que dans les ligues. Plus nombreux on sera, et mieux on pourra porter notre discipline vers le plus haut. Vous serez candidat? Non, moi non. Je serai certainement dans une des commissions, je vais apporter mon aide, mais je ne serai pas candidat. En tout cas, merci beaucoup, Emeline Christine, d'être venu nous parler de volleyball, nous informer de tout ce qui va se passer au niveau de cette discipline. En tout cas, c'est avec plaisir. Et puis, la prochaine fois qu'on se verra, je pourrai vous donner un peu plus d'informations. On va certainement parler déjà de résultats. D'accord, merci beaucoup. Voilà. Et puis, merci Emeline d'avoir animé cette émission avec moi. Avec grand plaisir également. Merci, merci aux téléspectateurs. Portez-vous bien et prenez soin de vous.